Chères étudiantes et chers étudiants, c'est avec le même plaisir et la même volonté que je vous retrouve aujourd'hui dans cette classe virtuelle assez spéciale et exceptionnelle. D'ailleurs, comme vous le savez, elle s'inscrit dans le cadre de la continuité pédagogique, vu les circonstances malheureusement par lesquelles passe le monde entier et plus particulièrement notre pays. Et donc, face à ces moments douloureux et difficiles que nous partageons tous, je vous ai préparé des vidéos pour vous expliquer la continuité de notre cours présentiel. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je voudrais de prime abord vous communiquer que le chapitre introductif, le premier chapitre et le deuxième chapitre sont déjà disponibles sur la plateforme de l'Université Moulay Ismaïl ou bien sur la plateforme de notre faculté, avec bien évidemment les exercices corrigés à la fin de chaque chapitre. Et je voudrais aussi vous annoncer que je vous enverrai dans les plus brefs des délais le troisième chapitre ainsi que les PowerPoints plus ou moins détaillés de chaque chapitre. Donc, lors de notre classe présentielle, on a terminé le chapitre introductif et la première section du chapitre premier sur l'organisation scientifique du travail et on s'est arrêté justement à ce niveau-là, la sélection scientifique des ouvriers. Donc, à quoi renvoie exactement cette sélection scientifique des ouvriers? Eh bien, c'est une sélection qui se fait sur la base de critères objectifs et non pas subjectifs retenus pour chaque poste de travail, c'est-à-dire sur la base de compétences et qualifications qu'il faudrait bien évidemment perfectionner par un entraînement adéquat pour exécuter des tâches parcellaires et répétitives. Ceci, on l'a vu déjà au niveau de notre cours. Du coup, tout travailleur peut devenir bon ou excellent, au moins dans un poste de travail si elle a été vraiment sélectionnée de manière scientifique selon ses aptitudes et formée convenablement, ce que l'on nomme en anglais training. Ensuite, un autre système qui a été préconisé par Taylor, c'est la rémunération au rendement, ou plus particulièrement le système de salaire différentiel. C'est en fait un salaire qui varie en fonction du nombre de pièces produites. C'est une manière mathématique pour calculer le salaire. Et donc, pour la fabrication d'une pièce, il y a deux cadences. Une qui est réalisée par l'ouvrier et l'autre, c'est la cadence standard. Ou bien c'est la cadence voulue par l'employeur et non pas par l'employé. Donc là, on peut l'appeler la cadence objective. De surcroît, deux taux de rémunération sont prévus, P0 et P1. Ça veut dire que chaque pièce sera rémunérée au salaire P0. Si la cadence C est supérieure à C0, alors la rémunération d'une pièce va s'élever à P1. Je vous donne un exemple. Imaginez que la production moyenne d'une entreprise est de 500 unités et la production réalisée est inférieure ou égale à 500. Alors là, l'entreprise ne va pas instaurer de pourcentage d'augmentation du salaire. Néanmoins, si la production est supérieure à 500, là, l'entreprise pourrait fixer un pourcentage, par exemple de 10%, 20%, etc. La formule proposée par Taylor est la suivante. P1 égale à 1 plus X fois P0, sachant que le X, c'est le pourcentage d'augmentation du salaire. La supervision. Là, il faudrait rappeler la spécialisation maximale prônée par Taylor qui l'a justement conduit à penser que pour que le travailleur d'un contremaître soit bien réalisé, il doit être confié à plusieurs spécialistes. C'est-à-dire qu'un ouvrier peut avoir plusieurs chefs. Ceci nous fait penser à quoi? Eh bien, tout simplement à l'unité de commandement, qui est remise en cause par Taylor. On l'a vu au niveau de notre cours, au niveau des principes de l'école classique, mais ce principe, il est remis en cause par Taylor. Pourquoi? Parce que selon lui, un ouvrier peut avoir plusieurs chefs. Ceci, on va le voir par la suite par Fayol, qui a préconisé, contrairement à Taylor, l'unité de commandement. Et donc, selon Taylor, il y a 4 contremaîtres. Un premier qui est chargé de l'inspection, supervision, vérification de la qualité du travail, si elle a été réalisée ou bien réalisée ou non. Ensuite, le deuxième qui est chargé de la réparation, c'est-à-dire contrôler et réparer ce qui est réparable. Un autre qui est chargé de la vitesse,
la cadence et le rythme de travail. Et là, on pourrait imaginer la vidéo qu'on a vue ensemble en classe. Si vous vous en souvenez, le monsieur qui passait à chaque fois dans les rayons pour rappeler que le travail n'est pas fait dans les limites du temps imparti, que les ouvriers doivent augmenter leur cadence de travail, leur rythme, et que les temps ne sont pas respectés, etc. Et un quatrième qui est chargé de l'équipe. Et donc, selon Taylor, les 4 contremaîtres opèrent concurremment avec supervision conjointe de chaque salarié. Application du modèle taylorien. Donc, le modèle taylorien, il a suscité l'intérêt de plusieurs chercheurs et surtout d'industriels. Le plus célèbre adepte du taylorisme, c'est l'américain Henry Ford. L'objectif de Ford était d'accroître très fortement la productivité de ses usines automobiles afin de produire un modèle dont le prix serait à la portée de la classe moyenne. Je m'explique. Le Fordisme, qui est surtout connu par le travail à la chaîne, et là, je voudrais encore vous rappeler la vidéo qu'on a vue ensemble en classe. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure et c'est l'illustration parfaite de ce qui se passait à l'époque avec notamment les principes de l'organisation scientifique du travail de Taylor, avec le travail à la chaîne de Ford. Et donc, si vous voulez la revoir, elle est disponible sur YouTube. C'est une séquence d'à peu près 4 minutes. Et vous pouvez juste mettre Charlie Chaplin, temps moderne et travail à la chaîne. Je disais que le Fordisme, c'est un prolongement du Taylorisme. Il est introduit par Henry Ford en 1913, d'où son nom, le Fordisme. Cet industriel a mis en œuvre les principes de l'OST sur justement les lignes de montage de voitures. C'est un système qui a été conçu par Taylor, l'ingénieur, et appliqué par Ford, l'industriel. Du coup, on peut avancer que le Fordisme est un modèle d'organisation qui est basé sur une production standardisée de masse. Et donc, la réussite du modèle Ford est liée à 2 ingrédients symboliques, la Ford T qu'on va voir par la suite, et l'usine de River Rouge qui l'a produite. C'est justement dans cette usine que les matières premières se présentaient sur la ligne d'assemblage pour ressortir en voiture achevée à l'autre extrémité. Alors, Ford prône la mise en œuvre de plusieurs principes, notamment la division du travail, la standardisation et ensuite l'augmentation du salaire des ouvriers. Diviser le travail, c'est justement séparer la conception de la réalisation. C'est aussi séquencer les tâches et utiliser une ligne de montage. Tout ceci se résume donc au travail à la chaîne. Ensuite, standardiser, c'est en fait standardiser les pièces, les produits, ce qui a justement l'avantage de produire en grande série et donc la production de masse. Augmenter le salaire des ouvriers, pourquoi? Parce que ils payent à 5 $ par jour. Par contre, ils étaient payés à 2 ou 3 pour des journées plus longues auparavant. Et donc cela permet de stimuler la demande et donc d'augmenter la consommation. Et cette augmentation, elle a pour but d'éviter les démissions des ouvriers qui ont accru avec l'apparition du travail à la chaîne. Pourquoi? Parce que ce travail à la chaîne a été réputé de très dur. Et donc, les usines de Ford demandaient une main-d'œuvre disciplinée d'abord et qualifiée, désireuse et surtout capable d'effectuer ces tâches répétitives sur la ligne d'assemblage. Alors, la problématique de Ford était la suivante. Comment transformer un bien de luxe en un bien de consommation de masse? Notamment la voiture. Pourquoi? Parce que, à cette époque, la voiture était un bien de luxe. Elle a été consacrée juste à une élite. C'était un bien d'extrêmement onéreux et cher. L'idée de Taylor était de la rendre un bien accessible à tout le monde. C'est-à-dire même l'ouvrier qui participe à sa production peut facilement l'acquérir. Le Fordisme a provoqué une augmentation considérable de la productivité et du salaire, ce qui a eu une double conséquence. La baisse des coûts de production que l'entreprise peut répercuter sur les prix, c'est normal. Si les coûts baissent,
eh bien les prix vont baisser dans le même sens. Ainsi, la Ford T, premier modèle à avoir bénéficié de ce mode de production en 1913, a rapidement vu son coût divisé par 2, ce qui a permis à Ford de décupler sa part de marché. La deuxième conséquence, c'est l'accroissement de la demande des biens de consommation, comme on vient d'expliquer. Donc, quelle est la vraie définition du Fordisme et quelles sont ses contributions? Eh bien, le Fordisme, c'est la manière de rationaliser le processus d'organisation de la production en reprenant les principes de Taylor, c'est-à-dire les principes de l'OST. La première contribution, c'est la finalisation du travail à la chaîne. Cette notion se base sur la circulation automatique des pièces sur une chaîne de montage devant une série de travailleurs fixés sur leur poste de travail, en adoptant un mode de spécialisation horizontale et un processus de production qui est découpé en tâches élémentaires. D'ailleurs, c'est justement avec le Fordisme qu'on a vu l'émergence de 2 concepts clés qui sont le convoyeur et cette spécialisation horizontale. Une autre contribution, c'est que la production en grande série de produits standardisés et non différenciés pour réaliser des économies d'échelle, et enfin la conversion des ouvriers en clients potentiels, et on a expliqué pourquoi. Maintenant, on passe à l'organisation administrative du travail. On va présenter dans un premier temps la biographie, ensuite la problématique de l'auteur, les fonctions, les activités et enfin les principes. Qui est Fayolle? Eh bien, Fayolle, c'est un ingénieur français qui est né en 1841, lauréat de l'école des mines de Saint-Étienne. Il entre à 19 ans aux Huillères de Coventry comme ingénieur en 1860. Il devient directeur général d'une grande entreprise en 1866, ça veut dire à l'âge de 25 ans. La problématique étudiée par Fayolle est la suivante. Comment améliorer l'efficacité du travail du dirigeant et quelles sont les activités qui composent la fonction d'administration? La problématique posée par Fayolle dans sa théorie l'organisation administrative du travail porte sur le travail des dirigeants. En effet, Fayolle fait de la fonction administrative une fonction centrale, c'est le pivot de l'entreprise qui influence justement l'efficacité et l'efficience de l'entreprise dans son ensemble. Et donc, là, à la différence de Taylor qui a commencé dans un atelier comme ouvrier, donc en bas de l'échelle hiérarchique, Fayolle, quant à lui, a commencé comme dirigeant à l'âge de 25 ans. Bon, à l'âge de 19 ans et ensuite, à 25 ans, il a occupé le poste de dirigeant d'une entreprise importante, ce qui explique la théorie sous-jacente de chacun d'eux. Taylor a observé et théorisé les problèmes des ouvriers, car il en était un. Toutefois, Fayolle a cherché à comprendre et théoriser le travail administratif, étant donné qu'il a occupé directement un poste de direction. Donc, les fonctions devant être remplies en toute entreprise sont au nombre de 6 selon Fayolle. Fayolle était le premier à avoir parlé des fonctions de l'entreprise à travers la division du travail. Donc, quelles sont ces fonctions? Eh bien, il y a la fonction technique, la gestion de la production par exemple, la fonction commerciale, vente et achat, marketing, etc. La fonction financière consiste à rechercher les ressources, mais aussi les sources de financement, mais aussi les gérer. Fonction comptable qui se charge de l'enregistrement des opérations comptables. Fonction de sécurité, là, il faut signaler que Fayolle était le premier à avoir intégré une telle fonction. Il s'agit bien évidemment, comme son nom l'indique, à nommer un responsable d'un groupe qui sera chargé de la sécurité de son groupe et des machines et matériels mis à leur disposition. Et enfin, la fonction administrative qui, selon l'auteur, est prépondérante au sein d'une organisation, ce qui lui a poussé à lui donner une large importance et c'est ainsi qu'elle a déterminé les activités de cette fonction. C'est ce que l'on nomme le PO3C. Et donc, le P, c'est prévoir, O, organiser, le deuxième C, commander, le troisième C, coordonner et le dernier C, contrôler. Donc, prévoir, la prévoyance.
Quand on dirige sur la base de quoi? Eh bien, sur la base d'un certain nombre de prévisions. Avant d'agir, il faut réfléchir. C'est ce que nous montre le management. Pour réfléchir, on doit s'informer sur ce qui existe déjà, sur l'actuel, et aussi sur l'avenir, de façon à essayer d'éviter les menaces et aussi profiter des opportunités qui peuvent se présenter. Ensuite, organiser. Là, établir une structure sociale de l'entreprise avec unité de commandement, donc une définition des responsabilités, des procédures de décision. Je reviens sur la structure sociale qui veut dire la gestion du personnel. L'unité de commandement veut dire structure hiérarchique. D'ailleurs, on vient de le voir. Fayol prend une unité de commandement selon laquelle qu'un ouvrier ne peut pas avoir plusieurs chefs. Paradoxalement à qui? Eh bien, à Taylor. Lui, elle s'est inclinée plutôt vers la multiplicité des commandements, notamment avec le système de supervision qu'on a vu plus haut, avec les 4 contremaîtres. Ensuite, on a commandé, j'ai un peu exagéré avec l'image, donc consiste à donner des directives aux employés pour les diriger, coordonner, harmoniser les actions et les efforts de service de tout le personnel. En effet, selon Crozier par exemple, le problème se pose quand il s'agit de gérer l'action collective, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'organisation a du sens quand il y a l'action collective. Du coup, on a besoin de s'organiser. Et enfin, contrôler, veiller au respect des règles et des ordres. Le contrôle a souvent une contrepartie qui est la sanction. Là, c'est une schématisation de l'ensemble des fonctions qu'on vient de voir. Et on passe aux qualités, aux 7 qualités que le chef d'entreprise doit avoir selon Fayol. Donc, des qualités d'ordre physique, santé et vigueur physique, mentale, intelligence et vigueur intellectuelle, capacité de comprendre et d'apprendre et aussi de s'adapter aux situations, morale, volonté d'accepter des responsabilités, persévérance, initiative, audace, courage, sentiment du devoir, souci de l'intérêt général, ensuite éducation forte, culture générale, technique large, compétences dans la profession caractéristique de l'entreprise et enfin expérience qui découle du travail exercé en lui-même. Dans le but de rationaliser le travail des dirigeants, Fayol énonce des principes d'administration et de gestion qu'il considère universels, c'est-à-dire applicables à tout type d'entreprise, quelle que soit son activité et sa taille. Outre la division du travail, sa théorie repose sur plusieurs grands principes de gestion. Ils sont au nombre de 14 et on vous présente ici les 14 principes d'Henry Fayol. La division du travail. Là, je voudrais vous rappeler que si Taylor s'est intéressé à la division du travail des ouvriers, Fayol, quant à lui, s'est penché sur la division du travail des dirigeants. Comment? Eh bien, je vous donne un exemple. Un responsable commercial ne doit pas se préoccuper du travail provenant de la fonction de sécurité ou bien de la fonction comptable. D'accord? Ensuite, on a l'autorité et responsabilité. Là, je voudrais vous rappeler que tous les auteurs classiques ont parlé de l'autorité. Même le père fondateur de la sociologie, Max Weber, qu'on va voir par la suite. Cependant, Fayol a ajouté la responsabilité à distinguer entre l'autorité statutaire et l'autorité personnelle. Je vous nomme directeur des ressources humaines. Là, c'est statutaire. Cependant, l'autorité personnelle découle de la personnalité même de chaque personne. Et là, je vous rappelle l'exemple que je vous ai donné en classe quand on a parlé de la distinction entre le pouvoir et l'autorité du monsieur sage que tout le monde respectait. Et puis, vous avez aussi la discipline, l'unité de commandement, l'unité de direction, la subordination de l'intérêt particulier à l'intérêt général, la rémunération juste, la rémunération du personnel, la centralisation ou décentralisation, l'organigramme ou bien ce que l'on appelle la hiérarchie, l'ordre, l'équité, la stabilité du personnel, l'initiative, l'union du personnel ou bien l'esprit de corps. Donc je vais vous laisser le soin de revoir les définitions de chaque principe et là on va passer directement à la bureaucratie weberienne. Alors la dernière théorie de l'école classique est la théorie weberienne de la bureaucratie et de l'autorité. De nos jours, la bureaucratie a de mauvaise presse, c'est-à-dire une mauvaise réputation. Si l'on vous décrit une organisation comme étant bureaucratique,
Vous imaginez sûrement des bureaux grisâtres, un éclairage blafard, des dossiers l'un sur l'autre, des employés mécontents, des files d'attente interminables. Par conséquent, la bureaucratie semble inutilement complexe, exagérément lente et incapable de s'adapter et surtout sourde devant les attentes des usagers. Toutefois, il faudrait rappeler qu'elle a été théorisée il y a plus d'un siècle, notamment par le sociologue allemand Max Weber qu'on va présenter par la suite. Alors, la bureaucratie était vue comme un projet prometteur sur lequel on fondait de grands espoirs. À quoi renvoie exactement la bureaucratie? Par définition, la bureaucratie est une organisation dans laquelle le respect des procédures l'emporte sur toute autre considération. Tout le monde doit y respecter les règles et les procédures, notamment les dirigeants. La règle prime sur la hiérarchie. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que même le directeur ne peut pas faire ce qui lui plaît. Il doit obéir à la règle. Par exemple, comment peut-on recruter au sein d'une organisation bureaucratique? Naturellement, par un concours annoncé publiquement. En revanche, dans une organisation non bureaucratique, les postes sont rarement publiés et peuvent être influencés par d'autres considérations. Alors, qui est Max Weber? Max Weber est un économiste et sociologue allemand. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la sociologie. Ses interrogations portent sur les changements opérés sur la société avec l'entrée dans la modernité. On lui doit notamment les analyses complexes de la bureaucratie, de l'avènement du capitalisme et du processus de rationalisation en Occident. Il est surtout connu par son ouvrage sur l'éthique du protestantisme et l'origine du capitalisme. Mais il a aussi écrit en 1922 un ouvrage fondateur, Économie et société. Dans cet ouvrage, il analyse d'abord le fondement de l'autorité. Donc, au niveau de l'ouvrage Économie et société, Weber traite les différents types de relations sociales et notamment les formes de domination politique. Il distingue à cet effet 3 formes de domination. Domination traditionnelle fonde sa légitimité sur le caractère sacré de la tradition, par exemple le pouvoir des seigneurs dans la société féodale. Ensuite, la domination charismatique est celle d'une personnalité exceptionnelle. Le chef charismatique fonde son pouvoir sur sa force de conviction. L'obéissance à un tel chef tient au facteur émotionnel qu'il parvient à susciter et aussi à entretenir et à maîtriser. Et enfin, la domination légale, ou bien ce que l'on appelle aussi la domination rationnelle, passe par la soumission à un code fonctionnel. Par exemple, le code du travail, code de la route, etc. En se basant sur ces 3 formes de domination, l'auteur distingue 3 types purs d'organisation selon la manière de légitimer l'autorité. Dans la pratique, une organisation peut être la combinaison de ces 3 types. Alors, on a l'autorité traditionnelle, l'autorité charismatique, l'autorité rationnelle ou légale. La première est liée à la personne qui se voit en général confier son mandat par son prédécesseur. Et donc cette forme d'autorité repose sur l'habitude, sur des valeurs transmises de génération en génération, sur éventuellement des principes religieux ou bien des règles coutumières. On pense évidemment ici aux entreprises familiales, par exemple. Ensuite, on a l'autorité charismatique. Celle-ci repose sur les qualités personnelles qu'un individu détient et elle ne peut pas être transmise car elle tient exclusivement à sa personnalité. Et enfin, l'autorité rationnelle ou légale, celle-ci fonctionne sur un système de buts et de fonctions étudiés de façon rationnelle. Et donc ici, les procédures sont en général écrites. Ce qui est investi de l'autorité, ce n'est pas la personne, mais sinon la fonction. Et donc, dans le premier type d'autorité, ici, Max Weber souligne le caractère sclérosant. Ensuite, le deuxième, un caractère instable. Et le dernier type, un système efficace. Pourquoi? Parce que c'est ce dernier type d'autorité qui lui permet de définir ce qui est pour lui une organisation rationnelle et efficace, la bureaucratie.
Celle-ci d'ailleurs ne se trouve pas simplement dans les administrations publiques, mais aussi dans les grandes entreprises, et elle se caractérise par les éléments suivants. Donc on cite notamment la division du travail, le poste, les tâches et les responsabilités de chacun doivent être clairement définies. La structure hiérarchique, la relation entre un patron et ses subordonnés doit aussi être définie d'une manière explicite et les limites de l'autorité de chacun établies avec une précision. La sélection du personnel, donc le choix d'un nouvel employé, doit être fondé sur sa formation et ses connaissances techniques que l'on aura vérifiées à l'aide de tests. Ensuite, les règles ou bien règlements normalisés. Des règles et des règlements précis doivent être appliqués pour garantir l'uniformité du travail et la normalisation des actes accomplis. Ensuite, un caractère impersonnel des relations. Et donc ici, les relations entre les différents membres de l'organisation doivent être impersonnelles. L'application de règles ou bien de règlements est de nature à éviter tout conflit de personnalité. Et enfin, l'avancement, les employés doivent recevoir un salaire à taux fixe et obtenir de l'avancement d'après leurs compétences et leur ancienneté. Quels sont les apports et les limites de la bureaucratie webérienne? Les apports du modèle weberien sont nombreux et on va vous citer deux. Donc, premièrement, ce modèle vise à garantir la compétence et l'efficacité. Par exemple, les employés d'une bureaucratie sont sélectionnés selon le système équitable des concours et des examens, de manière à révéler les qualifications professionnelles et aussi sélectionner la bonne personne pour le bon poste. De même manière, l'autorité, quand elle découle de la fonction et de la légitimité des règles, elle est plutôt plus facile à accepter. Et donc les règles sont définies rationnellement ou choisies par tous et ont l'avantage d'être parfaitement connues car ils sont en général écrites. Ce n'est plus le cas si les supérieurs détiennent leur autorité en vertu d'un charisme particulier ou bien de coutumes héritées de la routine et du passé, et donc n'est pas exposé aux crises de succession ni à la tombée en disgrâce du chef, etc. Et en second lieu, le système est équitable et protège les employés contre l'arbitraire. En effet, la bureaucratie est conçue comme une organisation dépassionnée qui protège ses membres et ses usagers contre l'arbitraire. D'ailleurs, comme on a vu dans la présentation de ces théories, le recrutement se fait sous concours. Et la promotion dans une organisation bureaucratique, comment elle se fait? Eh bien, soit à l'ancienneté pour que personne ne triche, soit de nouveau sur concours. En revanche, dans une organisation non bureaucratique, il y a les jeux d'influence, les réseaux personnels et les relations qui peuvent jouer un grand rôle dans la promotion. La même chose se passe au niveau de la rémunération. Dans une organisation bureaucratique, la rémunération se fait en fonction de son grade, suivant des grilles dites officielles. Toutefois, dans une organisation non bureaucratique, on peut être rémunéré différemment selon sa proximité, par exemple avec le dirigeant, ce qui pose le problème de la subjectivité de la mesure. Comment est-on renvoyé avec la bureaucratie donc? Eh bien, comme c'est le cas pour le recrutement, la promotion et la rémunération au sein de la bureaucratie, la personne est renvoyée si elle commet une faute grave prévue au sein du règlement intérieur. Ceci implique que personne ne peut être poursuivi si elle applique les consignes strictement dans le cadre dans le cadre prévu, sans chercher à les interpréter ou à les déployer, par exemple, sans zèle. Paradoxalement, dans une organisation non bureaucratique, la proximité avec les décideurs est souvent déterminante. En guise de conclusion de ce modèle, on peut dire qu'en dépit des limites, d'ailleurs que je vous présente ici, pour que l'ensemble des limites, notamment la routine, ritualisme, rigidité dans les attitudes des employés, difficultés de communication avec les supérieurs et le public, mauvaise circulation de l'information, etc., etc. Donc ça, c'est le cercle vicieux de la bureaucratie. Mais malgré donc toutes ces limites que représente ce modèle, la bureaucratie présente plus que l'on peut imaginer. Certes, le strict respect des procédures et règles n'encourage ni
prise d'initiative, ni innovation, ni non plus adaptabilité au contexte qui sont nouveaux. Et donc, bien sûr, l'accumulation des règles entraîne souvent une complexité qui peut réintroduire l'arbitraire et aussi savoir que un surcroît de performance ne se traduit pas automatiquement par la promotion ou l'augmentation de la rémunération peut étouffer la motivation. Mais en quelque sorte, c'est le prix à payer pour une organisation authentiquement égalitaire. On termine par la présentation des limites de l'école classique. D'abord, c'est une approche normative à la recherche d'un modèle idéal universel de l'organisation. Ensuite, on a l'ignorance des besoins secondaires des individus qui vont être abordés au niveau de l'école des relations humaines à travers les théories de motivation, notamment avec Abraham Maslow dans sa pyramide de besoins. L'ignorance des interactions et des interrelations entre l'organisation et l'environnement. Pourquoi? Parce que l'organisation, elle est conçue comme étant un système qui est fermé. Ensuite, la déshumanisation ou bien la mécanisation à travers cette parcellisation des tâches qui sont répétitives, le calcul des mouvements et enfin le poids important de la hiérarchie. Je vous remercie, ma vidéo touche à sa fin. Merci de votre attention. Et je vous donne rendez-vous la prochaine séance, Inch'Allah, avec d'autres théoriciens, d'autres auteurs et un autre chapitre. Bon courage et à très bientôt.